sur vous. Bonjour Jean-François Delfraissy, vous êtes professeur d'immunologie clinique, vous êtes occupé évidemment de la lutte contre le sida pendant très longtemps et vous avez été le fameux président du conseil scientifique pendant toute la crise du Covid. Vous publiez un livre, Un médecin au front, aux éditions du Seuil, témoignage avec Denis Lafay. Vous racontez comment, au fond, aujourd'hui, vous vous dites, vous, Jean-François Delfraissy, qui vous êtes battu contre ce Covid, au fond, je suis apparu comme le père Fouettard de cette crise. Oui, c'est un peu vrai. Je pense que les Français m'ont vu comme, au nom du Conseil scientifique. Je rappelle que c'est des décisions qui étaient prises en commun avec l'ensemble du Conseil scientifique, m'ont vu comme l'image de celui qui avait conseillé le gouvernement et au plus haut niveau du gouvernement pour un certain nombre de décisions un peu difficile, mais on va y revenir. Oui, comme par exemple ce 17 mars à 20h, vous racontez dans le livre, vous ouvrez votre fenêtre, c'est le confinement, Paris est désert, et là vous êtes traversé d'un doute et vous vous dites, et si on s'était trompé ? Oui, c'est la période compliquée de mars 2020 où finalement, comment on construit l'expertise alors même qu'on est dans un grand phénomène d'incertitude et où la science n'est pas encore au rendez-vous. Normalement, c'est assez simple. Il y a d'un côté la science, de l'autre côté la décision politique. Et il ne faut surtout pas mélanger les deux choses. On est une démocratie, ce sont les politiques qui décident. Et les experts sont là pour les conseiller. Oui. En situation de crise, au début de la crise, quand la science n'est pas encore au rendez-vous, comment peut-on être expert alors que soi-même, on essaie de regarder ce qui va conduire à la décision la moins mauvaise possible. Oui. Donc c'est vrai que on a poussé le gouvernement à confiner. Rappelez-vous, il n'y a pas que nous qui avons confiné. L'Europe entière a confiné avec des délais. Nous, notre rôle a été finalement de pousser, entre guillemets, cette décision extrêmement difficile. C'est une décision... Avec des doutes, parce que vous le reconnaissez aujourd'hui, vous n'étiez pas sûr. On avait de doutes sur le confinement un peu, de doutes sur l'efficacité du confinement. Oui, on en avait, parce que on travaillait sur des modèles mathématiques avec une série de jeunes biomathématiciens qui nous montraient qu'en fait, en diminuant de façon drastique les contacts de chacun d'entre nous, et c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement, on allait réduire à partir de début avril. Sinon, vous dites, on craignait 200 000 morts. Oui, je pense qu'on aurait eu entre 200 et 300 000 décès en France, probablement essentiellement parmi les personnes âgées ou les personnes à risque, mais vous vous souvenez très bien que vers le 10 avril, c'est-à-dire alors qu'on avait déjà pratiquement 3 semaines de confinement et que nous avions prévu que la courbe allait se casser, entre guillemets, c'est le moment où l'assistance publique à Paris, on a failli craquer, où des trains partaient tous les jours sur Rennes, sur Niort, sur Nantes, sur Bordeaux, pour transférer les maladies les plus graves, parce qu'il n'y a eu plus de place. L'idée était, évidemment, d'éviter les morts et d'éviter que le système de soins ne craque. Oui, mais en même temps, vous reconnaissez dans ce livre une mise en place chaotique au départ des mesures face à cette épidémie qui était nouvelle. Vous reconnaissez des erreurs dans la composition de ce comité scientifique. Ce qu'au fond, c'est là où, au fond, votre livre est peut-être humain. C'est que vous introduisez le doute. Et au fond, on sent qu'il y a eu de profonds doutes. Oui, bien sûr. On vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, qu'on a d'ailleurs tendance à oublier. Il y a une résilience extraordinaire de nos concitoyens, mais tant mieux. On voit bien qu'il y a d'autres crises qui sont arrivées, et tant mieux. Et pourtant... Et c'est pour la raison pour laquelle, finalement, je me suis lancé dans l'écriture de ce livre. Il faut qu'on en tire un certain nombre de leçons. Et bien sûr qu'on a fait des erreurs, mais que ça serait ridicule de ma part de ne pas le reconnaître. Probablement, on aurait dû mettre dans la composition du conseil scientifique un vétérinaire plutôt qu'on ne l'a mis, ou un spécialiste de la santé mentale des enfants. On les a mis, mais on les a mis plus tard. Probablement qu'on aurait dû, par exemple... pousser encore plus à confiner plus vite. Entre nos premiers contacts avec l'Élysée, une réunion avec l'Élysée décisive qui s'est passée le 12 mars, et puis le confinement qui survient quelques jours plus tard, tout gain de 1 ou 2 jours a été essentiel pour éviter un certain nombre de contacts, donc de décès chez les personnes âgées. Mais en même temps, vous dites très clairement qu'il n'y a pas eu de tentative du pouvoir politique d'influencer vos propres, à la fois, recommandations, on va dire, ou décisions.
Non, vraiment, le Conseil scientifique, rappelons-le, a été créé début mars 2020 et il a fini ses fonctions le 31 juillet 2022. C'est-à-dire qu'on parle toujours du premier confinement. On pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais en fait, il y a eu d'autres épisodes. Il y a eu un deuxième confinement à l'automne et à l'hiver 2020. Puis ensuite, il y a eu cette année 2021 un peu extraordinaire de course entre l'arrivée des variants et des vaccins. Eh bien, on a eu donc un dialogue répété, il me semble-t-il, dans de bonnes conditions démocratiques. Chacun gardant le respect l'un de l'autre, mais je n'ai jamais reçu un ordre particulier pour écrire quoi que ce soit sur la gestion de crise. Vous reconnaissez des conseils de défense, vous dites peu transparents, vous reconnaissez avoir été, j'allais dire, bouleversé ou en tous les cas troublé par la rencontre d'Emmanuel Macron avec le professeur Raoult à Marseille. Vous avalez beaucoup de couleuvres. Écoutez, c'était mon rôle. Mon rôle était, le président de la République m'avait demandé de l'aider à porter ce conseil scientifique. J'avais d'ailleurs dit qu'il fallait peut-être prendre quelqu'un de plus jeune que moi, parce que je pensais qu'on était dans une certaine durée de la crise, mais je ne pensais pas, là non plus, qu'on serait sur 2 ans et demi. Finalement, on a été sur 2 ans et demi, et on n'est pas encore totalement fini, on le voit encore. Oui, bien sûr, il y a eu... Dans cette relation très très particulière, dans une grande crise sanitaire entre science et politique, il y a des moments de tension, c'est clair, mais une fois de plus, je pense que la France, on a les chiffres d'ailleurs maintenant au niveau sanitaire, s'en est bien sortie. C'est-à-dire que en termes de mortalité ou en termes de perte de durée de vie, on est un des pays qui s'en sort le mieux. Il y a d'autres éléments complexes, évidemment, mais sur ce marqueur très dur qu'est la mortalité, on s'en sort mieux que l'Allemagne, qu'on a souvent cité comme exemple, mieux que l'Angleterre, mieux que l'Italie, mieux que l'Espagne, et beaucoup mieux que les États-Unis, par exemple. Oui, alors, vous, lorsque le vaccin arrive, et là encore dans votre livre, vous reconnaissez finalement une projection hasardeuse, je vous cite, sur le vaccin lui-même, sa capacité à freiner la transmission, le temps où ce vaccin pouvait commencer à être efficace. Et au fond, vous avez beaucoup de doutes sur tout cela. Et, et en plus, au début, vous croyez sincèrement que ce vaccin protège de la transmission. Oui, le vaccin est arrivé plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Le temps de gestion de crise, de ces grandes crises, sont des crises bien sûr sanitaires, mais elles deviennent très vite des crises sociétales et parfois des crises politiques. Et le temps de la médecine, le temps de la recherche n'est pas le temps du politique et a fortiori le temps des médias. Le temps de la recherche, c'est plusieurs mois, voire 2-3 ans. Donc ça a été une excellente surprise d'avoir les premiers résultats vers la mi-novembre 2020 sur les essais de phase 3 avec les vaccins mRNA. Vraiment une excellente surprise pour l'ensemble de la communauté médicale internationale, pas que la France. Bon. Et après, eh bien, on a pensé, pendant un certain temps, que ce vaccin allait protéger, bien sûr, contre les formes sévères et les formes graves. Et ça, il le fait, et il l'a bien fait. Mais on a pensé aussi que comme beaucoup de vaccins, il allait protéger contre la transmission. Et malheureusement, on a eu 2 faits négatifs, mais il a fallu observer, et donc pour se rendre compte, que la durée du vaccin, elle était relativement faible, et en particulier chez les personnes âgées, la durée d'action des vaccins, et d'où la répétition des doses vaccinales, et là les gens ont eu du mal à comprendre, et deuxièmement, qu'il avait finalement une capacité faible à limiter la transmission. Oui, et ça, vous le dites au ministre de la Santé. Vous dites dans ce livre, au fond, on comprend que lui n'infléchit pas sa position et continue de considérer que ce vaccin protège de la transmission, alors que vous savez que ça n'est plus le cas. Je l'ai dit lors d'une audition au Sénat, en disant que probablement il faudrait se faire vacciner à plusieurs reprises et que probablement l'action sur la transmission serait faible. Et le ministre de la Santé, qui était lui-même, on est en mars ou en avril 2021, qui est lui-même dans une stratégie d'arriver à vacciner un pays entier. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut présenter à la fois en termes de logistique, de messages à passer. Écoutez, voilà, c'est un avis du professeur Delfraissy, mais on verra bien. En tout cas, on vaccine et ce vaccin doit être celui qui doit nous permettre de sortir de là. Donc, on avait tous les deux raison, si je peux dire, mais avec des temporalités différentes. Oui. Mais le message qui était colporté dans les médias, d'ailleurs, vous dites
parfois vous parlez de charlatans sur les plateaux de télévision, était aussi celui-là, qui était de dire ce vaccin protège de la transmission. Et on a basé finalement la vaccination générale sur cette donnée qui était fausse. Oui, c'est vrai. Elle s'est avérée, en tout cas, pas fausse complètement, parce que ce vaccin protège un peu contre la transmission au début, pendant quelques mois. Puis au bout de quelques mois, il ne protège plus du tout contre la transmission. Donc c'est un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Et c'est vrai, mais parce que dans une crise nouvelle de ce type, on acquiert les connaissances au fur et à mesure qu'on les construit. Et donc, oui, on a pu se tromper. J'ai pu me tromper. Le Conseil scientifique a pu se tromper. Oui, et alors, donc, vous le dites, et on continue de dire, notamment aux plus jeunes, qu'ils doivent se vacciner pour protéger leurs grands-parents de la transmission. Et là, vous exprimez aussi des doutes, et vous le dites dans ce livre. Vous dites, au fond, est-ce que ces populations, est-ce qu'on devait les vacciner? Est-ce qu'on devait au moins fortement les inciter à se vacciner? Et vous dites, au fond, on l'a fait pour protéger des personnes vulnérables qui, elles, ne voulaient pas se vacciner. Alors, d'abord, les Français, je les en remercie, se sont très largement vaccinés. Il y a bien sûr un pourcentage qui est variable selon les tranches d'âge, etc., qui ne s'est pas vacciné, mais à la fois spontanément ou parce qu'il y a eu le pass sanitaire, puis ensuite le pass vaccinal, c'est-à-dire avec de l'obligation, pendant cette période, qui n'était plus de la recommandation, mais de l'obligation, les Français se sont vaccinés. Moi, je vous dis très, très cash, il y a eu 2 mesures majeures dans la gestion de crise, vue du côté sanitaire. Premièrement, décider, et le plus vite possible, du premier confinement en mars 2020 pour éviter le décès des sujets les plus fragiles, alors qu'on n'avait rien, on ne savait rien, et il fallait donc bloquer complètement les contacts interhumains pour bloquer l'épidémie. Et deuxièmement, il y a eu la vaccination. Vous regardez ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire je ne suis pas en train de comparer dans le monde entier, en Europe. Vous regardez l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Vous regardez la mortalité dans ces pays. Mais il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les grandes démocraties ont gagné parce qu'elles ont fait vacciner, parce qu'elles se sont débrouillées pour avoir été opérationnelles pour les vaccins. Et de l'autre côté, selon les pays de l'Est, mais qui sont des pays européens, on n'est pas au bout du monde, eh bien vous avez des taux de mortalité qui sont beaucoup plus importants. C'est directement lié au niveau de vaccination. Oui, mais en même temps, on peut vous dire, vous avez vacciné, vous avez demandé à des gens de se vacciner, des gens qui n'avaient rien à craindre du Covid et qui ont été injectés en pensant se protéger de quelque chose qui en réalité ne les menaçait pas. Et en pensant protéger les autres, alors qu'en réalité, ils ne les protégeaient pas. Alors, ils ne les protégeaient pas autant qu'on l'aurait souhaité. Je redis que les vaccins ont néanmoins une protection à la fois sur les formes sévères et les formes graves, qui surviennent en général chez les personnes âgées, mais il y a des personnes jeunes qui ont fait les formes sévères et les formes graves qui n'étaient pas obèses, donc d'une part il y avait un effet de protection, et deuxièmement, oui c'est vrai que sur le double objectif des vaccins, protéger contre les formes sévères, ça on a eu raison et on a gagné. 2, éviter un niveau de transmission de façon large, parce qu'il y a de la communication entre les générations, entre les petits-enfants, les grands-parents. Et d'ailleurs, ça a été admirable, les petits-enfants, avant les grandes vacances ou les vacances de Noël, se sont fait souvent de très nombreux autotests pour éviter de contaminer leurs grands-parents. Eh bien, c'est vrai que le vaccin n'a pas joué ce rôle-là comme on l'attendait. Oui, et alors que beaucoup donc se sont vaccinés pensant à des effets qui n'existaient pas, il y a des personnes qui étaient, elles, extrêmement, je pense, vous l'avez dit, aux obèses, qui étaient quand même une très grande partie de ceux qui faisaient les formes graves, n'ont pas été, j'allais dire, ciblés. Et dans ce livre aussi, vous reconnaissez, au fond, vous l'avez dit, et on n'a pas voulu stigmatiser des populations particulières, au détriment peut-être d'un intérêt sanitaire général. Et que, au fond, ces personnes-là n'ont pas été particulièrement plus protégées que les autres. Oui et non. C'est-à-dire que sur le premier confinement, c'était une mesure drastique, moyenâgeuse, qui, pour marcher, devait toucher tout le monde. Donc je n'ai aucun regret, parce qu'on a évité une mortalité très importante chez les personnes les plus âgées. Ensuite, quand est arrivé le vaccin, on s'est rendu compte, en effet, on savait mieux qui faisait les formes graves. Donc on a évoqué l'idée
d'avoir une stratégie qui était basée sur, l'incidence, c'est-à-dire qu'il y avait des régions de France où le virus circulait plus, et 2, le risque, c'est-à-dire basé sur le risque en particulier des personnes âgées. Chaque fois qu'on a évoqué ça, on a eu, je dirais, des cris à la fois des régions, disant mais pourquoi nous qu'on resterait plus confinés que d'autres, c'est un phénomène qui est national, et deuxièmement un cri générationnel où quand on a dit on pourrait peut-être confiner plus longtemps les personnes les plus âgées, ce qui permettrait de libérer plus vite entre guillemets pour les personnes les plus jeunes, au nom de quoi? Au nom de l'autonomie, de la liberté. Eh bien les personnes ont réclamé d'être confinées, ni plus ni moins que les autres. Donc en fait, ceux qui étaient les plus concernés ont obligé les autres. On a oscillé dans cette quelque part, pour ne pas être stigmatisé elle-même. C'est à la fois vrai. Et vous avez suivi. On a oscillé dans cette crise entre deux grandes valeurs éthiques majeures et qui ne faut pas opposer, qui sont d'une part l'autonomie, c'est-à-dire la liberté individuelle, qui est une vision très à l'anglo-saxonne, disons-le, d'un côté, et de l'autre côté, la solidarité, c'est-à-dire d'avoir une vision plus collective. Et reconnaissez qu'au plus haut niveau de l'État, le président Macron a dit d'emblée qu'il protégerait les personnes les plus fragiles, les plus âgées, et que dans la stratégie vaccinale que nous avons eue à partir de janvier 2021, on a privilégié, souvenez-vous, d'abord les EHPAD, les personnes les plus âgées, les personnes les plus fragiles. Pourquoi? Par efficacité. Donc on a bien eu, je dirais, dans cet équilibre entre autonomie et solidarité, une vision des deux facettes complexes de nos personnalités. Mais en même temps, vous le dites vous-même, vous êtes affronté à un mur, c'est le mot que vous employez dans ce livre, de l'intelligentsia. C'est qu'au fond, vous dites, vous aviez des principes sanitaires, des principes de santé publique, et on vous opposait des arguments politiques, quelque part. Qui ne sont pas des arguments politiques, qui sont des arguments au nom de la liberté. Oui. Et c'est finalement... Même au détriment de l'efficacité sanitaire. C'est un des points importants de cette crise, c'est-à-dire que les citoyens, jeunes ou plus âgés, ont perdu, à un moment donné, une partie de leur liberté. On leur a supprimé une partie de leur liberté pour mieux avoir une vision collective et défendre la collectivité. Bon. Et donc, certains en ont fait une affaire de principe, et je peux comprendre. Moi-même, j'étais troublé par le fait de supprimer ou d'obliger, entre guillemets, un certain nombre de décisions sur, par exemple, le pass sanitaire que nous avons recommandé au gouvernement de prendre, puis ensuite toute la discussion sur l'obligation de la vaccination. Et on peut comprendre ce type de réaction. Et à l'inverse, ne pas le faire aurait été, je dirais, condamner finalement l'ensemble de la population. Donc je comprends très bien qu'il y ait eu des doutes, je comprends très bien qu'il y ait eu des questionnements, et c'est pour ça que maintenant qu'on est arrivé à une barrière immunitaire et à un niveau de vaccination suffisamment important, il faut quitter la notion d'obligation, mais plutôt être dans la notion de recommander. Voilà vos risques, vous vous vaccinez, vous vous isolez, voilà vos risques, mais c'est de la décision individuelle et non plus du top-down. Mais par exemple, concernant les EHPAD, vous dites dans ce livre, au fond, vous vous êtes posé la question, et vous la posez aujourd'hui, et c'est extraordinaire, et c'est bien de la poser. Au fond, vous dites, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on n'a pas oublié l'humain dans les EHPAD, dans les mesures très dures qui ont été prises vis-à-vis des personnes âgées pour les protéger, mais avec toutes les conséquences que ça a eu pour elles? Parfois des gens qui en sont morts derrière. Alors, sur la première partie, c'est-à-dire en mars 2020, non, j'assume notre position et ma position personnelle. Oui, il fallait avoir un confinement extrêmement dur, en particulier dans les EHPAD, pour éviter, je dirais, une hécatombe. Alors j'entends souvent, on me dit, mais vous nous parlez éventuellement de 150 000, 200 000 morts qui auraient pu survenir, mais ils ne sont pas survenus. Mais je dis, vous vous rendez compte, il y a eu 28 000 décès dans les EHPAD en 2 mois. En 2 mois, malgré un confinement très strict. Vous imaginez, sans confinement très strict, ce qui aurait pu se passer. Donc là, je n'ai pas de regret. C'est une décision qui a été une décision politique, comme l'ensemble d'ailleurs au cours de cette crise, mais je n'ai pas de regret d'avoir conseillé. À partir de juin 2020, le déconfinement s'est produit, et là, c'est là où je m'interroge, où en effet, dans un certain nombre d'EHPAD, ils sont restés avec des mesures
administratives extrêmement sévères, dont d'autres, au contraire, des directeurs d'EHPAD, ont été beaucoup plus ouverts. Et je pose la question à ce moment-là de l'humain versus le sanitaire. Et c'est normal, vous savez que la médecine, c'est à la fois de la haute technologie, et nous sortons de cette crise, ne l'oublions pas, parce qu'il y a eu de la recherche, parce qu'il y a eu de l'innovation. Il y a quand même un prix Nobel de médecine qui vient d'être donné au vaccin mRNA, aux inventeurs du vaccin mRNA. Mais de l'autre côté, la médecine, c'est également de l'humain et de l'humanité. Oui, mais alors, concernant les soignants dans les hôpitaux, vous dites aussi, dans ce livre, encore une fois, qu'on savait que le risque de transmission par la vaccination n'était que très faiblement impacté. Or, on a continué de sanctionner ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Vous dites, au fond, en réalité, cette vaccination ne les protégerait qu'eux-mêmes. Et alors là, le principe de liberté se pose. Oui, mais ce principe de liberté se pose, mais je suis également très clair dans le livre, comme je l'ai été d'ailleurs de façon officielle. Personne n'est obligé d'être soignant dans un hôpital. Hein. Vous faites un autre métier, c'est un très beau métier le métier que vous faites, hein, celui de la presse. Quand on est soignant dans un hôpital, on a un certain nombre de responsabilités, de protéger les autres. Et pour protéger les autres, il faut se protéger soi-même. Donc ça ne me choque absolument pas. Un, qu'on ait rendu obligatoire la vaccination chez les soignants, et deux, qu'on ait pris des mesures strictes pour les gens qui n'étaient pas vaccinés. Oui, vous dites aussi dans ce livre, Jean-François Delfraissy, qu'évidemment le vaccin n'est pas un bien commun mondial, que c'est une affaire d'intérêt privé. On a bien vu, par exemple, que Pfizer a fait accepter par les États qui s'approvisionnaient de son propre vaccin qu'ils dégageaient leurs responsabilités préalablement, puisque ce vaccin n'avait pas l'antériorité suffisante pour cela, sur les éventuels effets secondaires. Au fond, est-ce qu'on a pris des risques à ce niveau-là ? Est-ce qu'on a pris des risques, y compris en faisant vacciner des gens qui n'avaient pas besoin de l'être ? Écoutez, l'OMS retient pour l'instant autour de 20 millions de morts liés à la pandémie Covid, avec probablement beaucoup de trous dans la raquette sur un certain nombre de grands pays comme le Brésil, comme l'Inde et probablement aussi au niveau de la Chine. Donc on est probablement à beaucoup plus que cela. Pour arrêter une pandémie, moi je ne connais pas d'autre mesure que de mettre au point un vaccin. Si le vaccin n'existe pas avant, forcément, c'est un nouveau vaccin. Si c'est un nouveau vaccin, il y a des tas de points d'interrogation qui existent. Est-ce que ces nouveaux vaccins mRNA ont-ils des effets secondaires ? La réponse est oui. Hein, et on les a observés. Il n'y a jamais eu autant de surveillance qu'avec la surveillance de ces vaccins mRNA, pas seulement en France, hein, mais sur l'ensemble des grandes démocraties. Y aura-t-il des effets secondaires à long terme ? Je n'en sais rien. On a pour l'instant pas de recul. On a un recul de 3 ans. Hein. L'évaluation du risque sur 5 ans, sur 10 ans, je ne vois pas pourquoi, spécialement, il y aura un risque particulier. Je ne vois pas pourquoi. Mais je ne le sais pas. Il va falloir attendre et surveiller. Mais vous avez la même chose avec tout l'ensemble des nouveaux médicaments. Et Dieu sait s'il y a de l'innovation thérapeutique en ce moment. Ou un médecin qui vous dirait qu'avec un nouveau médicament, il n'y a pas d'effet secondaire, ce médecin vous mentirait. Tous les nouveaux médicaments ont des effets secondaires. Là où c'est complexe avec un vaccin, c'est qu'on n'est pas dans le traitement de quelque chose, mais dans la prévention de quelque chose. Et il faut donc que le citoyen s'en empare comme son affaire personnelle. Oui, mais au-delà, et ça aussi vous ne le cachez pas dans le livre, il y a tous les effets finalement des décisions qui ont été prises. Par exemple sur les diagnostics qui n'ont pas été faits de maladies, qui peuvent avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur d'autres décès, et puis le problème de la santé mentale, notamment de la jeunesse. Vous donnez des chiffres graves sur les tentatives de suicide et sur finalement des conséquences qui n'ont pas été véritablement prises en compte ou pas assez prises en compte. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. Elles ont été prises en compte. Si nous avons fait rentrer une pédopsychiatre dans le conseil scientifique dans un deuxième temps, c'est qu'on avait pleinement conscience de ça. Donc il nous fallait bien une expertise également dans ce domaine. Deuxièmement, dans les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur l'évaluation, 2 chiffres possibles. La mortalité liée au Covid, là c'est bien le Covid, ou au contraire, la perte plus ou moins grande d'espérance de durée de vie. C'est-à-dire que vous prenez une population d'un peuple, d'une nation, et vous regardez s'il a perdu, quelle que soit la cause,
hein, de mois d'espérance de durée de vie. Vous citez le chiffre de 3 mois. Et alors, en France, on a perdu 3 mois. Aux États-Unis, 2,6 ans. Oui. 2,6 Oui, mais ça ne prend pas en compte les futurs morts, peut-être. Qui montre bien. Diagnostics qui n'ont pas été faits, traitement de maladie. C'est quelque chose qui est à court terme. Hein. On ne peut pas aller plus loin. On sait que sur les cancers, la prise en charge des cancers, c'est faite dans d'excellentes conditions en France. On sait aussi qu'en termes de prévention, de dépistage, probablement pendant la période de mars-avril, mai 2020, on a probablement pris un peu de retard sur tout ce qui a été dépistage d'un certain nombre de maladies. C'est vrai également dans le VIH, c'est vrai dans le diabète. On a perdu un peu de retard. Donc, oui, mais c'est une crise extraordinaire. Moi, je veux bien qu'on m'explique ce qu'il fallait faire avec 2 ans et demi de retard, parce que vous avez tous en tête maintenant les connaissances qu'on a maintenant. Mais c'est extraordinaire, cette crise. Donc, il nous a fallu avancer en tâtonnant. Oui. Et la santé mentale des Français, qui est un des points posés sur la table, et je vous l'accorde. Deuxièmement, l'état du système de santé en France. Croyez-moi que le Covid a révélé ça, mais il était déjà existant, il y avait déjà des problèmes sur l'organisation de la psychiatrie en France avant le Covid. Mais est-ce que vous vous dites pas, au fond, parfois cette gestion un peu trop sûre d'elle, du politique, face à cette crise, parfois trop autoritaire, a brisé ou abîmé le lien de confiance avec la science, et que quelque part, ça a fait d'ailleurs le terreau de mouvements complotistes qui continuent encore aujourd'hui à douter de tout ce qui a été fait. Vous avez le sentiment, vous dites au fond, la science en est sortie renforcée, c'est ce que vous dites dans ce livre. Mais on peut vous dire aussi, finalement, la confiance dans la science. Qu'en est-elle maintenant ? Non, c'est une très bonne question. Ça ne date pas du Covid. Je m'étais occupé des États généraux de la bioéthique en 2018 et j'avais déjà ressenti cette notion de la science, so what, et où est-ce qu'elle nous mène, et de confiance dans la médecine et dans la science qui était déjà ébranlée. Je pense que Covid a majoré ce phénomène. Hein. Et on sait tous que pour gérer les grandes crises, ce qu'il faut, c'est garder la confiance. Et je vois bien qu'il y a un doute qui existe sur une fraction qui est minoritaire de la population, mais qui pose la question du doute sur ce qui s'est fait et du doute sur le progrès. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes, hein. Oui, on a tâtonné, on a même fait des erreurs. Des problèmes aussi d'intégrité, d'intérêt peut-être avec des labos, etc. Écoutez, moi, vous pouvez me réinterroger là-dessus. L'intérêt labo, il est zéro. Hein, donc, et je sais que j'ai été fouillé là-dessus. Vous le dites d'ailleurs, sur des plateaux de télévision qui ont pu avoir cette confusion d'intérêt. L'idée même il est normal que des médecins de haut niveau puissent discuter avec des laboratoires sur les nouvelles molécules qui sont en train d'arriver ou sur les nouveaux vaccins qui sont arrivés. Et il faut faire très attention, en particulier quand on est en charge de missions publiques, de faire extrêmement attention à ça. Je l'ai fait et le conseil scientifique l'a fait. Je vous rappelle que nous avons fait plus de 300 réunions et que nous n'étions pas rémunérés. Oui, mais un mot quand même, vous dites, je le répète, vous dites les tartuffes qui passaient sur les plateaux des chaînes d'information continue. Vous regardiez la télé, vous étiez dans quel état, Jean-François Delfrécy ? Vous entendiez des absurdités, des mensonges. Il y avait d'abord certains plateaux de TV, et en particulier de TV en continu, et je cite très clairement que la chaîne CNews et ses subsidiaires ont joué un rôle très malsain dans cette affaire parce qu'ils ont privilégié à l'information, ils ont privilégié la dispute et la controverse, et que les autres chaînes de télé en continu, pour garder une certaine forme d'audience, ont été obligées de suivre. Et ça a été très malsain à partir de septembre 2020. Et je pèse mes mots, je suis pour la liberté de la presse, bien sûr, mais il y a un moment donné dans une crise où chacun doit avoir aussi une éthique de son propre mode de fonctionnement. Donc je suis très clair là-dessus. Deuxièmement, sur les médecins, oui, on a vu des dérapages. On a vu des gens qui n'avaient aucune expertise, qui tout d'un coup ont pris la grosse tête. Qui avaient parfois des conflits d'intérêts. Et qui pouvaient avoir des conflits d'intérêts, et bien sûr que ça existait. Et puis on a surtout eu les réseaux sociaux, hein, et qui continuent, on le voit bien sur d'autres crises, et on le voit bien juste aujourd'hui, actuellement, l'importance majeure des réseaux sociaux. Nous avions décidé, mais c'est peut-être aussi une erreur de notre part, hein, de ne pas aller sur les réseaux sociaux, de ne pas répondre, parce que d'abord on était une petite équipe, et on n'en avait pas les moyens, et puis on n'a pas voulu rentrer dans les réseaux sociaux. Mais ils ont joué sûrement un rôle majeur, et il faut y réfléchir pour les prochaines crises, comment se monte la communication
en temps de crise à ce niveau-là. Oui. Merci Jean-François Delfraissy. Je voudrais ajouter ce livre, c'est extraordinaire parce qu'au fond, vous introduisez cette notion, je le répète, du doute. Et finalement, vous introduisez de l'humanité dans quelque chose dont vous reconnaissez que vous avez tâtonné, dont vous reconnaissez des erreurs. Et c'est important aujourd'hui de dire, voilà, la science, c'est ça aussi. Ça n'est pas... ça peut être débattu, mais au fond, ce sont des hommes et des femmes. Oui, bien sûr. Hein, l'histoire de ceux qui ont trouvé, les équipes qui ont trouvé les vaccins mRNA est une très belle histoire, hein, et avec les doutes et aussi le fait qu'ils n'ont pas été reconnus tout de suite, loin de là. Et puis, si vous voulez, moi j'ai une longue expérience de ces crises. Bon, les gens disaient pourquoi Delfraissy, Covid, etc. Mais parce que je suis un bébé avec des cheveux blancs de l'histoire du VIH, qui reste la grande pandémie. Et on voit bien que, bien sûr, on a besoin de l'innovation et de la nouvelle technologie. Mais fondamentalement, dans la gestion de ces crises, et je dirais dans la médecine en général, ce dont on a besoin le plus, c'est d'humanité. Merci Jean-François Delfraissy, président du Comité national d'éthique. Et au fond, ce livre est là pour ça, Un médecin au front, publié au Seuil, ce témoignage avec Denis Lafay. Et il est important, ce témoignage-là. Il est important de revenir, parce qu'on passe trop vite à la suite. Vous dites au fond, oui, mais regardons ce qui s'est passé pour l'avenir. Parce que, oui, ça peut recommencer. Ah, bien sûr, ça peut recommencer. Et probablement, d'abord, Covid n'est pas fini. Et on voit bien. Hein, y compris en ce moment, vous avez tous autour de vous des personnes qui font un Covid, mais ça se passe bien parce qu'on a une barrière soit naturelle, soit vaccinale qui nous protège, mais un variant peut de nouveau arriver. Et puis, voilà, je voudrais pas terminer sur une note pessimiste, mais imaginez qu'on est d'ici quelques années, le plus loin possible, mais en raison de tout ce qui arrive, des changements climatiques, des mouvements migratoires, des crises géopolitiques qui surviennent, un virus qui, au lieu de toucher préférentiellement les personnes âgées, toucherait préférentiellement les enfants. Et il faut beaucoup qu'on y réfléchisse, hein, avec les mesures extrêmement difficiles qui seraient à prendre. Donc oui, c'est un métier d'anticiper, et c'est une responsabilité de nos gouvernants, et c'est pour ça qu'il faut investir fondamentalement dans la recherche fondamentale. Merci Jean-François Delfraissy pour ce témoignage. Un médecin au front, votre témoignage donc, qui est publié aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.